Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo spéciale parce qu'on va revenir sur un duo d'artistes que j'apprécie particulièrement, c'est Jeph Lubb et Tim Sale. Je vais vous présenter un petit peu les œuvres qu'ils ont sorties chez nous en France, en version française, en particulier leur production chez DC et chez Marvel. À savoir qu'il y a quand même des récits inédits, un récit inédit en particulier en VF à ce jour, c'est Challengers of Unknown. Je mets la petite couverture ici qui est inédit en VF et je ne désespère pas qu'un jour on puisse le découvrir. Donc chez nous, on va débuter par leur production chez DC Comics, et en particulier dans l'univers de Batman. Alors vous le connaissez tous, c'est leur récit Un long Halloween, qui est sorti chez Urban Comics, et qui est sorti en plusieurs formats. Je détiens donc l'Urban Limited, donc cette collection qui sort annuellement avec 3 récits en très très grand format, dans une édition luxueuse, mais à savoir que pour Un long Halloween, vous avez la possibilité de le découvrir un petit peu pour toutes les bourses, parce qu'il est disponible en Urban Nomade, et également dans la collection classique, la collection Deluxe, en hardcover. Donc Un long Halloween, je vous le présente, un récit qui est quand même connu de la plupart des fans de comics, et qui pour moi est mon récit préféré. Ça a été pour moi le premier récit où j'ai découvert le duo. Donc on va débuter dans cette édition avec une préface de Christopher Nolan et David S. Goyer. C'était à la période où la trilogie sur Batman de Christopher Nolan sortait, avec Batman Begins, Dark Knight, The Dark Knight, et puis le dernier, le troisième, Dark Knight Rises. Et à savoir que ils vont le dire dans la préface, qu'ils ont été énormément influencés par le travail de Jeph Lubb et Tim Sale dans Un long Halloween et Amère Victoire, qui est la suite directe. En particulier, le rapport aux familles de Gotham, et surtout à la mafia. Donc la famille Maroni, la famille Falcone, la famille Vitti, etc. Et donc, dans ce récit Un long Halloween, on va découvrir directement une série de meurtres qui se déroulent toujours à des jours de fête, donc en particulier la Thanksgiving, également le Nouvel An, Noël, la Saint-Valentin, etc., etc., le jour de l'indépendance. Et donc, un tueur en série qu'on appelle Holiday, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, va avoir quand même toujours le même mode opératoire et tuer des gens qui ont un lien, parce qu'ils font tous partie de la mafia et de l'une de ces familles, que ce soit Maroni ou Falcone. Et donc, ce drame va toucher directement les Falcone, et qui vont se faire un point d'honneur à retrouver cet assassin, et également la justice de Gotham qui doit arrêter cet assassin, Batman en particulier, et également Harvey Dent et Jim Gordon. Et donc on va avoir dans ce récit un triumvirat entre ces trois, Harvey Dent, Jim Gordon et Batman, qui vont avoir pour objectif de retrouver cet assassin et également de mettre fin à la criminalité de Gotham, et en particulier de mettre à fin les objectifs de Falcone et de Maroni. Voilà cette double planche qu'on voit donc dans cette œuvre, et qui est parsemée de planches magnifiques de Tim Sale. Moi, c'est mon artiste préféré, mon dessinateur préféré, et c'est vrai que j'ai toujours une émotion quand je redécouvre ces planches ou que je les découvre. Je trouve qu'il y a une certaine mélancolie qui se dégage de son trait. Ce n'est pas considéré comme dans les canons de beauté du dessin, donc c'est pas forcément le plus beau, mais pour moi c'est celui qui a une charge émotionnelle très importante. Je trouve que par son trait, il arrive à nous délivrer beaucoup d'émotions. Et son duo avec Jeph Lubb, moi je trouve qu'il y a une alchimie folle entre les deux. Ça fonctionne toujours très bien. Ils se comprennent à merveille, et c'est pour ça que je les aime. Et donc le regretté Tim Sale, parce qu'il nous a quittés, je ne vous l'ai pas dit en préambule, mais il n'est plus de notre monde, et on le regrette chaque jour qui passe, qu'il ne soit plus présent pour de nous délivrer tout ça, mais on a quand même un grand plaisir à avoir la possibilité pour ma part, de se ressourcer dans ces récits, en particulier Un long Halloween, que j'ai relu pour l'occasion dans ce grand format.
mais qui est idéal pour apprécier les planches. Et sur l'histoire, pour en revenir, donc ce tueur en série, Holiday, ben, il va y avoir une enquête pour Batman, et là on va voir vraiment son côté détective, celui que j'apprécie grandement dans le personnage, hein. Je trouve qu'il n'est d'ailleurs pas assez approfondi dans les derniers runs récents sur le personnage, et là on voit que c'est le plus grand détective du monde. Il est doté d'une intelligence rare, il a les outils technologiques, intellectuels pour mener à bien son enquête, mais c'est une enquête d'une difficulté énorme. Donc sa collaboration avec Harvey Dent et Jim Gordon va quand même faire avancer le Schmidblick, mais on va voir que par-delà cette enquête, la relation Harvey Dent-Batman va être importante, va être l'une des clés de ce récit, à savoir, je ne spoil rien, mais je le spoil quand même, parce que c'est important dans le récit. On y voit les origines de Double Face dans le récit. Harvey Dent, qui est un procureur zélé, qui est le chevalier blanc de Gotham, et qui fait un duo, et un trio d'ailleurs, qui fait du mal à la famille Falcone et à la famille Maroni, à tous les criminels de Gotham, eh bien, va avoir un drame arrivé pour lui. Même si on pouvait avoir les prémices qu'il avait une personnalité double et qu'il n'était pas tout blanc. Donc ça, c'est vachement intéressant et ça en fait déjà un récit majeur. On va voir également le relationnel avec Catwoman, cette histoire d'amour entre Batman et Catwoman, qui se fréquentent à la vie réelle, Selina Kyle et Bruce Wayne, mais qui ne savent pas, ni l'un ni l'autre, qu'ils sont des super-héros la nuit. Et ça, c'est vachement intéressant. On va voir également tout le bestiaire des méchants de Gotham, en passant de Solomon Grundy au Joker, etc., Poison Ivy. C'est ça qui est bien, c'est que même pour un nouveau lecteur, je trouve que c'est une porte d'entrée qui est assez idéale, parce qu'on va voir un petit peu tous les méchants, tous les némésis de Batman, et le côté détective, et le côté également de collaboration, afin de rendre justice à la ville. Donc cette enquête, moi, je vous en dirai pas plus, mais elle est vachement prenante, et au départ, on pourrait se dire, ça peut être lui l'assassin, ça peut être lui ou elle, et finalement on est complètement surpris de la conclusion, même s'il y a une fin ouverte, parce qu'on va y revenir après, mais la suite Amère Victoire amène beaucoup plus, enrichit beaucoup plus l'histoire également. Donc pour moi c'est un indispensable sur le duo Jeff Lubb Team Sale, c'est un indispensable sur le personnage de Batman, et c'est un indispensable également dans le polar, parce que c'est un pur polar. Un Long Halloween et Amère Victoire, sa suite, sont des polars, et ça m'a fait aimer le genre en même temps, donc franchement c'est un indispensable. J'aime beaucoup ce récit, c'est mon récit préféré, que ce soit du duo ou tout court, de mes comics préférés, c'est mon récit comics préféré. Donc voilà, si vous ne l'avez pas lu, il faut y aller, parce que là vous avez la possibilité de l'avoir en Urban Nomad. Alors l'Urban Nomad, honnêtement, je ne recommanderais pas, parce que pour apprécier au minimum les planches, il faut la version Deluxe, la version classique. Et puis voilà, ça c'est vraiment un objet de collectionneur, hein, l'Urban Limited. Mais voilà, moi j'étais très heureux de me le récupérer en occasion à l'époque. Et de l'avoir relu, ce récit, dans ce grand format, j'étais comme dans un cinéma IMAX. Voilà, l'Urban Nomad, c'est le téléviseur. La version de luxe, c'est le cinéma, et là c'est le cinéma IMAX, et on en prend plein la vue et plein les mirettes. Donc allons Halloween, super récit qui m'a fait adorer ce duo. Et ensuite on a la suite directe, qui est Amère Victoire, du même duo bien sûr. Là je l'ai en Urban Limited également, mais pareil, dispo en Urban Nomad et en Urban classique, en Deluxe. Et là, on arrive donc directement sur la suite, qui est une suite qui arrive juste après la conclusion. Donc je ne peux pas tout dire sur cette suite, parce que voilà, il y a des éléments de spoil majeurs, mais pour vous le dire, en gros, là on se retrouve dans une situation où le Holiday a été arrêté, sans vous dire qui c'est, et il y a quand même une continuité de meurtre en série l'année suivante, et qui se déroule toujours dans le même mode opératoire, donc à chaque fête. Halloween, Noël, Nouvel An, etc.
mais ça ne vise pas les mêmes cibles. Là où on était sur des criminels, maintenant on se retrouve avec des policiers, des inspecteurs, qu'ils soient en fonction à la retraite, mais qui ont tous un lien qui sont dans les dossiers d'Harvey Dent. Voilà, pour la faire courte. Et donc, Batman va remettre du cœur à l'ouvrage pour retrouver cet assassin ou cette meurtrière. Et donc, c'est toujours pas évident. Même s'il a une petite idée, qui n'est pas forcément la bonne. Donc là, on va voir que Harvey Dent n'étant plus là, étant double face, il va devoir travailler avec Jim Gordon, mais on sent que Batman est un peu plus isolé, parce qu'il y a une nouvelle procureure en ville qui remplace Harvey Dent et qui n'est pas du tout amicale avec lui. Il ne souhaite pas que Batman participe à l'enquête. Et donc pour moi, c'est un récit encore plus maîtrisé qu'un Long Halloween. Au niveau du récit, du scénario, c'est encore plus puissant. C'est un vrai polar, une vraie enquête, et on a encore tout le bestiaire des méchants de Batman qui ont là une utilisation, mais je trouve qui est superbement bien faite. Ils se rassemblent en gros, hein, les méchants de Gotham se rassemblent autour d'Harvey Dent. Donc juste excellent. Une suite, c'est indispensable, hein, il faut lire les deux, Un Long Halloween et Amère Victoire, pour avoir une expérience de lecture complète. Et ensuite, il y a eu un 3e volume qui s'appelle Des ombres dans la nuit, et qui n'est pas une suite telle quelle, qui est plutôt le rassemblement de plusieurs récits. On va avoir les 6 premiers numéros donc de ce qu'a fait Jeff Lubb et Tim Sale avant Un Long Halloween, parce que ils ont commencé à travailler sur le personnage de Batman dans une série qui était en parallèle de la série Batman, de la série Detective Comics, qui s'appelle Legends of the Dark Knight, qui va arriver dans les Chronicles, les prochains, pour faire le pont. Voilà. Et donc, ils ont travaillé ensuite sur Un Long Halloween. Mais c'était les prémices, toujours dans le même univers, toujours dans le même temps sombre, toujours dans le côté polar. Et c'est ce qui leur a donné l'idée, à eux et à DC, de continuer l'expérience. Et donc c'est intéressant, c'est pas non plus les meilleurs numéros, mais ça donne vraiment, ça enrichit l'univers. Et puis on a également Catwoman à Rome, qui se déroule en parallèle à Amère Victoire, où là on va se concentrer sur Catwoman, une Catwoman qui est à la recherche de ses origines, à la recherche de ses racines, qui va partir en Italie. Voilà, je ne veux pas vous dire quoi que ce soit, mais pour vous donner des indices, Catwoman à Rome est ressorti dans une édition simple, où vous avez le récit complet, en parallèle de la sortie du film The Batman de Matt Reeves, où on voit que la Catwoman a un lien envers son père, un père qu'elle essaie de connaître, de savoir, qui a un lien avec la mafia de Gotham. Voilà, donc c'est cette quête, cette recherche des origines, attention ça spoil, dans ce volume, et qui enrichit vraiment l'univers, qui est hyper intéressant. Ce n'est pas totalement essentiel à l'histoire d'Amère Victoire, parce que vous avez l'essentiel avec Un Long Halloween et Amère Victoire, mais c'est un rajout hyper intéressant. Par rapport à cette continuité, à cet univers qui est hors continuité, je précise, Un Long Halloween et Amère Victoire sont hors continuité, tous ces récits-là qu'ils ont créés. Vous avez eu peut-être l'information qu'une suite est en route d'Un Long Halloween. Alors, quid, parce que Tim Sale nous ayant quittés, il ne pourra plus participer. Normalement, ça devait se faire avec Jeff Lubb et Tim Sale. Ils avaient déjà fait un Long Halloween spécial, et ils préparaient cette suite. Et donc, devant cela, le projet a quand même abouti, va continuer, ça va commencer à sortir cet été. Jeff Lubb va être accompagné de 6 dessinateurs. Alors, entre autres, on va avoir du Claude Johnson, on va avoir du Bill Sienkiewicz, on va avoir du Eduardo Risso, du Cliff Chung. Donc voilà, pas mal de dessinateurs mais plutôt intéressants sur le papier, qui n'ont pas forcément à voir avec le style de Tim Sale, peut-être Eduardo Risso, qu'on a bien connu sur le run de 100 Bullets, mais à voir, à juger sur pièce. Je suis un petit peu perplexe, parce que pour moi, en quelque sorte, Amère Victoire avait une conclusion, elle était ce qu'elle était.
pas besoin forcément de réouvrir la boîte de Pandore. Avoir à juger sur pièce, ça peut être intéressant, ça peut rajouter quelque chose, ça peut amener une forme de conclusion. Il y aura toujours le regret de ne pas avoir l'alchimie entre Jeff Lubb et Tim Sale sur cette dernière série. On verra, on en reparlera sans doute. Mais en tout cas, je suis content que l'univers revienne, mais voilà, j'ai toujours un petit doute sur cette démarche qui n'est peut-être pas forcément artistique, mais également commerciale. Mais je suis quand même rassuré des artistes qui ont été mis sur ce projet. Voilà un petit peu pour ce qui s'est passé dans l'univers de Batman pour le duo. Et ensuite, toujours chez DC, il y a eu un récit complet qui s'appelle Superman for All Seasons. Donc, un récit qui est pour moi essentiel pour Superman. Moi, je trouve que c'est peut-être même l'idéal, un très bon point d'entrée si on ne connaît pas le personnage pour le découvrir. Donc, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est un récit qui va se diviser en 4 parties. For All Seasons, pour toutes les saisons. Donc, on va avoir un chapitre sur le printemps, l'été, l'hiver et l'automne. Et on va avoir un narrateur différent pour chaque chapitre. Un narrateur qui va être un proche, bien sûr, de Superman, alias Clark Kent. Et ça va nous permettre de voir toutes les facettes du personnage de Superman, sa bonté d'âme, sa bienveillance, son don de soi, toutes ces valeurs qu'on aime chez lui. Mais surtout, on va se concentrer sur le petit Clark Kent, le jeune Clark Kent, celui en devenir, celui qui a été éduqué par ses parents adoptifs, et qui en fait un récit profondément émouvant, profondément touchant, et qui nous rappelle qui est Superman, qui est Clark Kent. Un extraterrestre, mais à la fois peut-être la personne la plus humaine sur Terre. Et ce qui en fait pour moi un récit excellent de bout en bout. Le travail de Tim Sale est un peu plus différent de ce qu'il a fait sur un long Halloween. On y retrouve un Superman un peu pâteau. Je veux dire qu'il est... on dirait qu'il a mangé pas mal de cassoulet, mais sans critique aucune. Hein. Mais voilà, c'est différent, c'est un ton différent, c'est un ton bien sûr beaucoup plus lumineux que ce qu'on avait sur Batman. Et pour moi, ouais, c'est quand même un essentiel sur le personnage et l'un des meilleurs récits également de Jeff Lubb et Tim Sale. Mais meilleur récit, c'est un peu un adjectif qualificatif qu'on peut donner à tout ce qu'ils ont sorti parce qu'ils sont quand même d'une... C'est toujours bon ce qu'ils font. C'est toujours bon à certains niveaux, à certains degrés. Mais il y a quand même une très grande qualité. Voilà, donc excellentissime. Superman for All Seasons. Et ensuite, on va passer à leur période Marvel. Alors, je ne sais pas. Peut-être que vous pourrez me le dire en commentaire. Je ne me suis pas renseigné. Si c'était au début leur collaboration chez DC et ensuite ils sont passés chez Marvel, il me semble que c'est ça. Voilà, donc, ou c'était peut-être même en parallèle. Donc le premier récit que je vais vous présenter est un récit un peu plus méconnu que les autres, qui s'appelle Wolverine Gambit, donc qui est sorti chez Marvel. Et donc là, on va se retrouver dans un ton un peu à la Jack l'Éventreur, hein, complètement. Il y a une influence de ça. On va se retrouver dans un Londres poisseux, où on va découvrir qu'il y a des crimes qui vont se dérouler, un tueur en série qui va tuer des femmes, le plus souvent, la nuit. Et donc, il va s'avérer que l'une des victimes est une proche de Gambit. Gambit, c'est un X-Men que je connaissais pas forcément, et donc il est canadien, Rémi Lebeau, il s'appelle. Donc maintenant, il a été remis en lumière par la série X-Men 97, une série animée, mais exceptionnelle, j'ai trouvé... j'ai beaucoup apprécié, petite digression, mais voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de récits sur Gambit, et celui-ci en fait partie de ces rares où il est mis en avant. Donc comme je vous le disais, l'une de ses proches a été assassinée, et donc dans ce ton, Jack l'Éventreur, il va essayer de mener une enquête pour retrouver le tueur, et il va s'avérer qu'il va croiser Wolverine au détour d'une ruelle, le voici. Et donc, au départ, il va penser que c'est lui le tueur en série. Mais il va lui prouver quand même que ce n'est pas lui, et ils vont collaborer, un duo va se créer entre les deux pour retrouver l'assassin, le tueur en série. Donc là, c'est vachement bien gratté, Tim Sale, et c'est un style différent. On est beaucoup sur la composition des planches,
C'est assez novateur pour lui. J'ai beaucoup aimé, c'est un style différent. Alors c'est un récit qui n'est peut-être pas aussi profond que les autres, mais qui est un pur divertissement, qui est très sympathique. C'est pas exceptionnel, mais ça fait le boulot. Franchement, ça fait le boulot. Moi, j'ai bien apprécié. C'est une des découvertes, l'un des récits du duo que je ne connaissais pas. Je l'ai découvert, on me l'a conseillé, on m'a dit, il y a ça. Donc, je l'ai trouvé dans une édition qui s'appelle c'est un 100%, c'est les anciens 100%, qui étaient dans le début des années 2000, il me semble. Et là, on a c'était pour 12 € à l'époque, il me semble. Donc c'était du souple et c'était vachement bien. Voilà, donc ça été en 2002. Donc oui, il me semble voilà, que c'était leur production Marvel était après celle de DC. Donc ensuite, on va passer aux Colors, aux Marvel Colors. Donc ces récits que vous connaissez, j'imagine, il y en a eu 4. Il y aurait pu en avoir un 5e, mais on va y revenir. Je vais vous présenter, mais pas par ordre chronologique, mais par ordre de préférence. Les Marvel Colors que j'ai le moins préféré au plus préféré. Donc on va commencer par Hulk, Hulk gris, voilà, qui est sorti également mais dans cette édition, 100%, 100%, donc en souple, c'était 12 €. Et c'est sorti en must-have également, c'est sorti dans un Icons, où vous en avez 3 rassemblés, Daredevil jaune, Spider-Man bleu et Hulk gris. C'est sorti également dans un Absolute. Donc voilà, Hulk gris, on peut le retrouver dans différentes éditions, et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est top. Voilà, donc là, les Marvel Colors, on va être plus dans une aventure introspective pour chaque personnage dont ils ont décidé de traiter. Et là, on commence par Hulk, où il va finalement écrire une lettre d'amour à Betty Ross, l'amour de sa vie, en lui contant un petit peu ses premières aventures. Parce qu'il faut savoir qu'Hulk gris, pourquoi Hulk gris? Hulk, au départ, dans les premiers numéros, était colorisé en gris. Ça n'a pas forcément plu, ça passait pas très bien, et puis il est passé au vert. Et donc, Jeff Lubb et Tim Sale vont profiter de cette petite histoire pour faire une histoire dans l'histoire qui se déroule pendant les premiers épisodes où il est en gris. Et donc, on va voir les origines d'Hulk, donc sa transformation, également le fait qu'il est devenu un monstre, que le général Ross veut le récupérer, son histoire d'amour avec Betty Ross, la façon d'apprivoiser ses pouvoirs, d'apprivoiser le fait que maintenant ils sont 2 dans son corps, Hulk et Bruce Banner. Et c'est très intéressant, voilà, c'est plutôt sympathique. C'est pas le meilleur pour moi, mais c'est intéressant. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc bien sûr, dans les Marvel Colors, l'important c'est l'histoire d'amour. L'histoire d'amour pourra l'être cher, parce qu'il n'y a pas... Il y a également Captain America, où c'est basé sur Bucky pour Captain America. Et là, on va voir Hulk qui va apprendre finalement que la violence, on va voir quand même son côté humain. Il y a cette scène qui est assez terrible, qui est assez marquante, où il a un compagnon, un lapin, et puis il est tellement puissant, il est tellement fort qu'il le tue. Mais il ne veut pas tuer. Hulk, il ne veut pas être un monstre. Et c'est ça aussi la dichotomie entre l'image qu'on a de lui, d'un Hulk qui écrase tout, mais également le lui profond, qui est le Bruce Banner, mais également Hulk, qui a une humanité. Voilà, et c'est beaucoup de choses comme ça. On est vraiment dans l'introspection d'un personnage, et c'est souvent touchant dans les Marvel Colors, et Hulk gris en particulier. Donc ensuite, on a Daredevil jaune, je vous en ai déjà parlé. Daredevil étant mon personnage préféré, Jeff Lubb, Tim Sale mon duo préféré. Donc moi, j'ai foncé sur cette édition, parce que Daredevil jaune, vous le retrouvez en 100%, vous le retrouvez dans une édition Printemps des comics, qui doit être à 5 € ou 6 €, également dans ce grand format. Donc, pareil, dans le même principe, on va voir Matt Murdock, Daredevil, faire une lettre en forme de confession, de testament pour Karen Page. Il va lui raconter un petit peu comment ils se sont connus, ses premières aventures. Parce que pareil, Daredevil, au début de ses premières aventures, il était en jaune. En jaune en référence à son père, Battling Jack Murdock, qui était un boxeur et qui était toujours en tenue de jaune. Et il a donc fait son costume à la base de sa tenue de boxe.
On va voir les origines du personnage, on va voir également son évolution en tant qu'avocat, ses diplômes, etc. La rencontre avec Foggy, la rencontre avec Karen Page, ses premières aventures. Euh, et tout ça en filigrane avec cette voix off de Matt Murdock qui avoue ses plus grands regrets à Karen Page et son sentiment de culpabilité. J'en dis pas plus parce qu'il faut connaître un petit peu le lore de Daredevil, mais c'est extrêmement touchant et pareil, voilà, on est sur une œuvre d'art parce que là il utilise un style particulier, Tim Sale, hein, sur ce récit. Je ne sais plus si c'est du lavis, mais voilà, on se rapproche beaucoup de la peinture et c'est excellent. Donc Daredevil jaune, une excellente lecture. Spider-Man bleu, donc qui va ressortir dans le même grand format avec cette qualité d'édition prochainement. Je ne sais pas encore, j'hésite, mais le fanboy en moi me dit oh, vas-y fonce, parce que quand même apprécier les planches de Tim Sale en grand c'est toujours un plaisir. Donc dans le même principe, Spider-Man bleu, Peter Parker qui va s'enregistrer avec un dictaphone et qui va raconter un peu également ses premières aventures et l'histoire d'amour avec Gwen Stacy. Là c'est plus particulier parce que Spider-Man, Peter Parker a eu deux amours dans sa vie, Mary Jane Watson et Gwen Stacy. Et là, on va voir donc les événements tragiques. Là aussi, il faut pas que je vous spoil parce que bon, il y a prescription peut-être. Gwen Stacy a été tuée par le Bouffon Vert. Et donc, il y aura toujours cette culpabilité pour Peter Parker et Spider-Man parce que c'était l'amour de sa vie. Gwen Stacy, c'était son premier amour. On va voir qu'il va être convoité pour Mary Jane Watson, la pulpeuse, et Gwen Stacy. Et on va voir cette image de Peter Parker qui est peut-être un ringard à l'école, mais finalement, avec les filles, ça marche plutôt bien. Il y a un charisme qui se dégage de lui. Et également ses aventures de Spider-Man. Et on va voir une multitude de méchants. Une super aventure. Toujours sympa, extrêmement touchante aussi. Voilà, c'est vraiment le point commun entre tous ces Marvel Colors. On est dans l'introspection du personnage et dans sa profondeur d'âme et des émotions qui peuvent se dégager de des histoires d'amour principaux, de l'histoire d'amour principale qu'ils ont eues au cours de leur vie. Voilà, c'est juste merveilleux. Mais Spider-Man 2, il faut foncer, hein, mais plein d'éditions aussi. Spider-Man bleu, j'ai l'édition Hachette, vous voyez, j'ai plein d'éditions. Il y a en petit prix également, c'est sorti. Il y a également Must-Have, et pareil, dans l'Icos, dans l'Absolute, et bientôt dans un grand format. Donc, vous pouvez le lire dans tous les formats possibles et inimaginables et à n'importe quel prix. Captain America blanc, c'était un peu plus compliqué de le trouver. J'étais très content de le... Alors, excusez-moi, je vous ai dit que je faisais dans l'ordre de ce que je préférais ou pas. Pour moi, le moins appréciable, c'est Hulk gris. Ensuite, le troisième, c'est Captain America blanc. Le deuxième, c'est Spider-Man bleu. Et mon préféré, c'est Daredevil jaune. Donc là, le troisième, Captain America blanc, qui était indisponible depuis bien longtemps. Et donc, j'avais grand plaisir de le découvrir. Et c'est vrai qu'il dénote un petit peu des autres. En particulier, mais le fait que ça ne soit pas l'histoire d'amour principale de Captain America qui soit le thème. Mais c'est la relation amicale, même de frère, qu'il a avec Bucky Barnes. Ce qui m'a touché dans ce récit, c'est que Jeff Lubb a vécu un drame. En tant que père de famille, il a perdu son fils d'une maladie. Et on sent dans ce récit que Bucky Barnes représente son fils. Cette relation père-fils entre Captain America et Bucky, parce qu'on va voir que pendant la Seconde Guerre mondiale, que Bucky, pour lui, c'est un héros. Il veut marcher dans ses pas, il veut l'aider. Et Bucky, c'est le petit qui va le suivre, très courageux. Et Captain s'en veut, tout au long de ce récit, s'en veut de l'avoir perdu, parce qu'il est mort, même s'il reviendra plus tard. D'ailleurs, c'est hors continuité, tout, c'est hors continuité. Et donc, il y a des scènes extrêmement touchantes. Il y a un dialogue, moi, que j'ai envie de vous partager, où Captain America s'exprime en voix off
et où il dit « On s'attache à ces choses alors que c'est aux personnes que nous perdons qu'on devrait rester attachés. On se doit de faire nôtre leurs espoirs et leurs rêves. » Et donc c'est vachement émouvant parce que on fait ce parallèle avec son fils et j'ai l'impression que c'est lui qui parle pour son fils. Il le dit dans sa préface, il me semble. Il explique cette situation ou dans la postface, oui. Ouais, ouais. Donc c'est vachement marquant, mais ils sont tous bons. Ils ont tous leurs qualités intrinsèques, même si je mettrai dans le haut du panier, bien entendu, Spider-Man bleu et Daredevil jaune. Je vous disais qu'il y avait un 5e qui était prévu, ils en avaient parlé, d'un 5e Marvel Colors qui n'a pas pu se faire, car notre Team Side est parti. C'était un Iron Man Gold qui était prévu. Donc il y avait une apparition dans le Hulk gris de ce personnage. Et ça aurait été sympa, mais bon. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, un petit peu présentation de la bibliographie en VF du duo Jeph Loeb Team Sale vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos récits du duo, qui sont vos préférés. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains récits que vous avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou certains d'autres qui vous intéressent. Et puis ce que vous voulez en commentaire pour débattre sur ce duo qui est pour moi légendaire. Un duo qui est à la fois... qui a une symbiose totale entre le scénario et le dessin. Un Team Sale qui, pour moi, l'un des meilleurs dessinateurs de tous les temps, mon dessinateur préféré, ce n'est que mon avis. Et c'est toujours des moments, pour moi, qui sont où j'ai beaucoup d'émotions, surtout dans les Marvel Colors, quand je les lis. Et pour moi, Long Halloween et Amère Victoire, c'est ce qui se fait de mieux en polar, c'est ce qui s'est fait de mieux sur le personnage de Batman. Et donc, j'ai toujours un grand plaisir à relire leurs récits à Jeph Loeb et Team Sale. Voilà, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, salut!